Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis Asma Steinhauser. Vous êtes familier de Viginature. Moi, je coordonne deux autres programmes au Muséum national d'histoire naturelle. Vigiciel, sur la recherche de météorites, de cratères d'impact sur Terre, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, et Vigiterre depuis début 2020, qui est un programme de sciences participatives en géologie. C'est un programme nouveau et avec mes collègues Isabelle Rouget, qui est peut-être ici d'ailleurs, qui nous écoute, et Grégoire Egorov, qui est au sein de l'UMS Patrinat et du CR2P. Je vais d'abord commencer par 4 diapositives pour rappeler le concept de la géodiversité et le lien avec la biodiversité. La géodiversité, c'est un concept qui est moins connu que la biodiversité. Il est apparu dans les années 90. Ça comprend à la fois la variabilité des molécules à l'échelle inframoléculaire des espèces et puis des espèces minérales ou fossiles à l'échelle des sites ou des affleurements, mais aussi de celle des systèmes et assemblages de structures géologiques, reliefs, sol et eau, qui constituent les paysages à une plus large échelle. Donc ça comprend à la fois une diversité élémentaire, géospécifique et géosystémique. Pour voir le lien entre la géodiversité et la biodiversité, une première approche très visuelle peut se faire en comparant des cartes, la carte des natures, des roches et des végétations, où on voit des correspondances qui peuvent sauter aux yeux. Les roches sont aussi les supports des habitats naturels. On voit ici avec l'exemple du calcaire, sa présence qui conditionne les ressources hydriques du sol et qui conditionne donc les types de végétaux et donc des animaux aussi qui s'y abritent et qui colonisent ces espaces. Il y a aussi des formations géologiques anthropisées qui peuvent être favorables aux espèces. On voit aussi dans la carrière de sable de Grès en Essonne des nids d'hirondelles de rivage qui se sont installés. Et puis dans d'anciennes mines ou carrières de calcaire en Moselle, ce sont des mines qui ont été faites pour exploiter des minerais de cuivre et de plomb, qui sont devenus donc des sites d'hivernage du Grand Murin qui se cachent dans les fissures parce que la température, l'hygrométrie lui sont favorables. Je finis avec cette diapositive où je rappelle que sur les 348 réserves naturelles, 23 ont été créées pour le patrimoine géologique, 81 recensent un patrimoine géologique remarquable, comme les réserves des gorges du Dalhuy, j'espère que je prononce bien. La géodiversité y est remarquable. Les gorges abritent par ailleurs plusieurs espèces endémiques, notamment des escargots. On voit ici le marbré des Pélites et le maillot des Pélites, qui s'accrochent aux falaises et roches de Pélites et non aux calcaires qui sont à côté. Elles sont bien camouflées sur ces pélites et elles sont témoins très anciens de la vie des gorges. Ces exemples et d'autres ont été extraits du numéro de Géochronique sur la relation biodiversité-géodiversité. C'est un magazine qui est une revue d'information sur les sciences de la Terre, coédité par la Société géologique de France et le BRGM. Donc il y a plein d'exemples pour étayer ces propos. Pour inventorier le patrimoine géologique, en 2007 a été lancé l'INPG, qui fait partie de l'inventaire national du patrimoine naturel sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. Cet inventaire aujourd'hui représente 3329 fiches validées, 5000 sont attendues en tout, et cet inventaire se fait en continu. Il y a plus de 600 personnes impliquées, 70 institutions et organismes. Est-ce que cet inventaire suffit? Est-ce qu'il permet de caractériser et de repérer tous les sites géologiques qui pourraient avoir un intérêt patrimonial ou un intérêt scientifique? On pense que c'est pas le cas. Il faut élargir les publics et il faut élargir les protocoles pour pouvoir inventorier toute une diversité de sites qui peuvent être recouverts, car on sait qu'il y a des nouveaux sites qui sont mis au jour par des phénomènes naturels comme des glissements de terrain, des éboulements, et d'autres qui sont mis au jour par des travaux d'aménagement du territoire. Il y a aussi des sites oubliés ou nouveaux qui sont découverts par des amateurs et des scientifiques. C'est un exemple d'un site qui a été signalé par Grégoire, donc notre collègue, à Arcueil-Cachan, qui a été signalé le 14 juillet, et le 7 septembre, il est revenu sur le site, ça a été recouvert. Donc il faut penser que chaque signalement de chaque personne peut être a priori unique, et donc si on ne le signale pas, on va perdre cette information qui potentiellement pourrait être intéressante à exploiter. Une fois que ces découvertes sont faites,
et étudiées et inventoriées. Donc elles peuvent être aussi préservées, valorisées, comme par exemple au parc naturel régional des Bauges. Des travaux routiers ont permis de mettre à jour une moraine glaciaire qui témoigne de l'extension du glacier sur la région lors de la dernière glaciation. Ce site est aujourd'hui aménagé, donc on peut le visiter, on peut voir donc ces informations-là qui sont accessibles. C'est dans cet esprit-là qu'est né Vigiterre, donc dans le but c'est de découvrir des sites géologiques d'intérêt scientifique ou d'intérêt patrimonial. Ce programme s'adresse au grand public, qui peuvent signaler et décrire des affleurements, et des experts géologues ou qui sont en lien avec des géologues, les relais locaux, peuvent donc accéder à ces signalements et ces descriptions, poser des diagnostics, et tout ceci pour alimenter à la fois l'inventaire naturel du patrimoine géologique lorsqu'il y a correspondance entre ce qui est attendu et ce qu'on trouve, promouvoir la géologie plus généralement, de sauvegarder ce patrimoine et d'alimenter des programmes de recherche. Vigiterre, voilà, le site web se présente ainsi. L'adresse c'est vigiterre.org. Il a été lancé le 22 juin 2020 et conçu par l'équipe Mosaïque, qui est une nouvelle unité mixte de services entre Sorbonne Université et le Muséum, qui a pour objectif d'accompagner des porteurs de programmes de sciences participatives à concrétiser leurs projets et notamment à réaliser des sites, des outils dédiés pour signaler pour saisir des données, les restituer, faire des échanges entre les participants et les experts, etc. À ce jour, on a 127 inscrits, 67 signalements d'inscription et une trentaine de relais à travers la France. On a essayé dans la page d'accueil de résumer rapidement pour expliquer aux gens en quoi ça consiste. Il faut sortir, s'intéresser à des affleurements géologiques, les observer et ensuite signaler et décrire ce qu'on observe. Pour commencer, il faut aller d'abord consulter les tutoriels. Donc, on a fait toute une série de tutoriels pour pouvoir monter en compétence sur les prérequis à la participation de Vigiterre. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir reconnaître 3 types de roches. Il faut savoir décrire un affleurement, reconnaître quelques phénomènes géologiques. L'erreur est permise. Le but est de collectivement essayer de constituer donc une information complète à propos d'un site pour pouvoir ensuite mettre en place des actions. Ces tutoriels sont téléchargeables sur le site. On peut ensuite se sortir et aller sur le terrain avec son smartphone ou en téléchargeant un guide de terrain qui est ici disponible et qui se présente ainsi, qui rappelle un peu les précautions d'usage et le protocole avec les différents champs. Une fois qu'on est prêt, on vérifie d'abord que le site qu'on a repéré, s'il a été signalé par d'autres ou pas. Il y a une carte de France. J'ai fait des captures d'écran. C'est bien mieux d'aller sur le site pour découvrir ça, mais c'est plus pratique pour la présentation de fonctionner avec des captures d'écran. Donc, je vous invite vraiment à y aller. On a la carte de France avec tous les signalements et descriptions. Si le site qu'on a repéré n'est pas signalé, on clique sur le bouton Nouveau signalement. Et on a quelques informations à compléter. Donc là, j'ai réécrit. Il faut la localisation, donner des indications d'accès, dire si c'est difficilement accessible, s'il y a un parking à côté ou pas, donner la taille approximative, dire s'il y a des travaux à côté, et ensuite uniquement donner la nature des roches du site, magmatiques, sédimentaires, métamorphiques, et ajouter des photos. On peut s'arrêter là. Ou on peut aussi ajouter une description ou laisser d'autres faire cette description à notre place. Pour faire cette description, il faut ajouter d'autres informations. D'abord, confirmer que ce site est toujours là. S'il n'est plus là, s'il a été recouvert, on renseigne cette information, tous les autres champs vont être grisés. Si le site est toujours accessible, on décrit l'affleurement, on a un champ libre pour ça, on peut le décrire en fonction de nos connaissances et nos compétences et ce qu'on a appris grâce au tutoriel. Et puis, on signale les intérêts et phénomènes qu'on voit, sédimentologie, tectonique, etc. Et on donne un âge des roches. Si on ne sait pas, on clique sur on ne sait pas. Et si on sait, on complète le champ ou on va sur Infoterre pour avoir des informations. Toutes ces informations sont regroupées sous l'onglet Observation et on peut faire des requêtes par département, par intérêt géologique. On peut chercher des sites des sites qui ont été décrits, où il y a eu des diagnostics ou pas, etc. Et c'est une fonctionnalité très prisée par les relais du projet. Voilà la carte des relais du projet qui est accessible sur le site. Parce qu'ils peuvent voir s'il y a un site qui a été signalé dans leur région et peuvent ainsi ensuite faire un diagnostic, qui est une fonctionnalité uniquement accessible par eux.
Dans le diagnostic, ils peuvent confirmer les observations, les descriptions des participants et ensuite donner des ressources si ce site existe déjà, s'il est déjà connu, et dire voilà, donner les informations, des articles scientifiques, des liens vers l'INPG, etc., pour en apprendre plus sur ce site. Ou alors dire à quel point voilà, il représente un intérêt qui nécessite de faire des études plus poussées, de se rendre sur le terrain et de mener des actions pour essayer de préserver et l'étudier avant qu'il ne soit recouvert. Ces relais sont des points de contact au plus proche des participants. Ce sont des personnes physiques ou morales qui ont une expertise en géologie ou qui collaborent avec des experts en géologie sur le territoire. Leur mission est de participer à la valorisation du patrimoine géologique et d'accompagner le déploiement de Vigiter auprès de tous les publics. Leur liste quasi exhaustive est ici. J'ai mis en gras les relais, j'espère ne pas en avoir oublié, qui sont en Île-de-France. Donc je vous laisse regarder un peu. Et parmi ces relais, il y a 5 réserves naturelles. Et on travaille avec elles pour essayer donc de déployer, avec tous ces relais, pour essayer de déployer Vigiter et de les inviter vraiment à les tester lorsqu'il y a voilà auprès de leur réseau, à l'occasion d'un événement qu'ils organisent, etc. Parce que c'est la meilleure manière de savoir comment on va déployer ce programme, c'est de le tester. Donc ça peut être à la fois un outil de formation, de protection du patrimoine, d'animation du territoire, pour participer à la recherche scientifique. Et il y a un retour vers les participants parce qu'on a des avis d'experts sur ce qu'ils ont observé. Ils peuvent monter en compétence sur ce sujet s'ils les intéressent. Il y a des espaces d'échange avec d'autres participants. Et puis, on espère un jour avoir des publications sur toutes ces données qui vont bien sûr les associer. Je vous remercie pour votre participation et j'incite vraiment tous les naturalistes qui m'écoutent, qui ont l'habitude de l'observation, du terrain, du relevé de données, d'aussi s'intéresser aux roches, aux paysages et essayer donc de contribuer à Vigiter. Si vous avez des questions, voici les adresses mail, donc je vous invite à les utiliser. Merci beaucoup.